Ok, ben bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce déjà 4e épisode du podcast Bistro Brain de la tête à Papineau. On est vraiment content de vous retrouver, on sait, il fait froid, c'est l'hiver, il neige. On va essayer de vous apporter un petit peu de chaleur pendant ces 20 minutes pendant lesquelles vous allez nous écouter. Pour m'accompagner ce soir, comme à l'habitude, Julie, comment ça va? Salut Charlie, bah écoute, ça va bien, comme tu dis, de la neige, du froid, on est en hiver. Ouais, et ça devrait pas durer longtemps. On espère. J'espère avec un aussi. peu de chance. Pour m'accompagner également à l'animation, Alexis, comment ça va? Et salut Charles, ça va bien? Oui, bah oui, toujours. Et on a aussi, en tant qu'invité aujourd'hui, Catherine Dumont-Lévesque, qui est présentement devant moi. Donc, présentiel permis cette fois-ci. Chanceux. Comment ça va, Catherine? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Content de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Good, ben, bienvenue Catherine pour cette émission, puis ben, on est déjà parti, première partie avec Julie. Eh ben oui, donc aujourd'hui, ma petite chronique d'actualité scientifique va vous parler de processeurs quantiques. Alors, soyez pas trop apeurés tout de suite parce que c'est un sujet très compliqué et moi j'y connaissais rien non plus avant de lire ce que j'ai lu pour vous préparer cette actualité. En fait, il faut savoir que je vous parle de ça parce que il y a une découverte qui a été réalisée à l'université de Sherbrooke qui fait partie des 10 découvertes du Québec de 2020. Donc je vais vous en dire un peu plus sur justement cette découverte qui a été réalisée dans des laboratoires de l'université. Donc tout d'abord, je vais vous parler un peu des ordinateurs quantiques. Rapidement, un ordinateur quantique, avant l'ordinateur, il y a les calculateurs quantiques. Les calculateurs quantiques, donc ça met quand même en jeu des principes de physique assez compliqués. Et les premiers ont été construits à partir des années 90, les premiers calculateurs quantiques, donc ça date quand même d'il y a plus de 30 ans maintenant. Hein. Et il faut savoir qu'il y a une différence aussi importante entre les ordinateurs classiques et les ordinateurs quantiques, c'est qu'ils ne fonctionnent pas tout à fait sur le même système. Parce qu'un ordinateur classique, comme c'est quand même assez connu, ça manipule des 0 et des 1, c'est un système binaire, c'est soit 0, soit c'est 1, la réponse à une question quelle qu'elle soit. Alors qu'un ordinateur quantique, ça manipule des qubits, qui sont quand même très différents, puisque le 0,1, oui, je ne l'ai pas précisé, ça s'appelle un bit. Donc pour un peu plus de précision, qu'est-ce qu'un qubit? Parce que c'est quand même vraiment particulier, c'est un bit quantique. Donc un qubit, c'est une équation de 0 et de 1. Alors là, j'en ai déjà perdu beaucoup à partir du terme équation, j'en suis désolée. Mais en fait, c'est au lieu d'être soit 0, soit 1, la réponse à votre question, ça va être x fois 0 plus y fois 1. Ce qui fait qu'en fait, un seul atome peut avoir comme réponse 0 et 1. C'est un peu l'histoire du chat de Schrödinger en fait. C'est-à-dire que le qubit peut avoir deux états physiques en même temps. Il peut être soit mort, soit vivant, dans le cas du chat de Schrödinger dans sa boîte. Et puis théoriquement, je vous ai dit que c'était donc x fois 0 plus y fois 1. Comme c'est x et y, c'est juste des nombres, du coup, une des théories de la physique quantique, c'est que ce qubit, en tout cas de ce que j'en ai compris, ça peut prendre quand même une infinité de valeurs, puisque x et y sont modifiables. Il faut aussi savoir que les qubits, ils sont induplicables. C'est-à-dire que deux qubits peuvent pas être exactement les mêmes, et ils sont également très difficiles à contrôler, puisque à cause de cette équation, leur état d'excitation et leur état physique est très difficile à contrôler. C'est pourquoi la plupart des chercheurs travaillent sur des qubits à des températures vraiment très froides. Ils travaillent en fait à très très proche du 0 Kelvin, qui est la température à laquelle les atomes qui constituent toute la matière deviennent immobiles. Donc en fait, quand ils font de la recherche, ils sont juste au-dessus de ça pour permettre simplement au qubit de bouger et à la matière de bouger un petit peu, mais pas trop parce que sinon c'est rapidement instable. Quand on a différents qubits indépendants, c'est pas très intéressant par rapport aux bits normaux. Nous, on préfère quand même que ce soit des qubits qui soient interdépendants les uns avec les autres. C'est ça qui permet d'augmenter la quantité d'informations contenues dans 4 qubits comparé à 4 bits. Et à baser sur ça, en fait, les chercheurs de l'université de Sherbrooke, donc le professeur Michel Piorot-Ladrière et son étudiant, qui était étudiant au doctorat à l'époque, Julien Camiran, ont fait une alliance avec une équipe d'Australie. Et ils ont réussi à faire fonctionner un processeur quantique à une température de 1,5 Kelvin. Donc ça reste que pour nous, c'est très 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 froid. Mais pour eux, c'est une avancée spectaculaire en fait dans leur recherche, puisque comme je vous ai dit, habituellement, ils sont à quelques millièmes de degrés Kelvin au-dessus du zéro, donc vraiment à une température super froide. Tandis que là, ils ont réussi à monter à 1,5 Kelvin.
Et le fait de pouvoir monter à cette température-là, ben, ça répond à un problème important, puisque actuellement les ordinateurs quantiques, bon déjà ils prennent beaucoup de place, mais pour pouvoir avoir un ordinateur en tant que tel, il nous faut des écrans, il faut d'autres câblages qui permettent d'avoir une interface avec l'utilisateur, mais toute cette électronique-là, il fonctionne pas trop proche du 0 Kelvin. Donc le fait d'avoir réussi à passer ce processeur à 1.5 Kelvin, eh ben, ça permet d'espérer pour le futur pouvoir réconcilier le processeur quantique avec l'électronique qu'on connaît actuellement. Et pourquoi pas, peut-être que d'ici une centaine ou 200 ans, on aura peut-être tous des ordinateurs quantiques chez nous. Qui sait? Wow! Mais dans le fond, tu parlais du 1.5 degré Kelvin. Pour donner une comparaison là, avec des Celsius et Fahrenheit, 0 Kelvin, c'est quoi par exemple? Eh ben 0 degré Kelvin, c'est environ moins 273 degrés Celsius, si je dis pas de bêtises. Là, c'est vraiment très très froid, mais quand même pour te dire qu'il n'y a vraiment plus rien qui bouge. C'est-à-dire que tous les atomes sont vraiment dans un état, puis à 0 Kelvin, ils restent dans cet état-là, et il n'y a vraiment rien du tout qui bouge. C'est théoriquement l'arrêt de la vie, là, cette température-là. Genre, il n'y a plus rien qui peut vivre, puisque tout s'arrête. Le temps s'arrête théoriquement aussi, je pense, à cette température-là. Ben en fait, oui, à 0 Kelvin, donc c'est quand même super froid. Puis je me demandais s'il y avait peut-être un rapport aussi, parce qu'on disait que c'était l'arrêt de la vie et l'arrêt du temps, techniquement. Donc peut-être un rapport avec ce qui se passe dans l'espace. Je sais pas, c'est une extrapolation, mais je pense que suis pas certaine de ce que je raconte. théorique comme température. Genre, je crois pas qu'on a pu s'en rapprocher très très proche. Je sais plus à combien étaient les estimations. Je pense qu'on était à quelques dixièmes ou centièmes de degré de l'atteindre. Mais genre, c'est vraiment un objectif inatteignable. C'est un peu comme se déplacer à la vitesse de la lumière, je pense. C'est un peu un truc où on dit on pourrait, théoriquement, mais en pratique, c'est pas possible. Ok. Mais au fond, ce que tu dis, Julie, là, c'est que ces nouveaux processeurs quantiques-là qui vont faire des ordinateurs quantiques vont complètement planter les ordinateurs de là à planter, il y a encore un monde, mais parce que en fait, la différence, ça va être les capacités en fait, de ces ordinateurs quantiques-là, puisque le fait que les qubits soient interconnectés, ça augmente exponentiellement leur capacité de calcul comparativement à nos ordinateurs. Alors c'est sûr que pour nous, qui sommes étudiants et qui faisons du traitement de texte ou qui utilisons Excel, etc., l'ordinateur quantique, c'est peut-être un peu surestimé nos capacités personnelles, mais peut-être qu'un jour, on en aura tous besoin, quand on sera tous des cyborgs, je ne sais pas. Développer des algorithmes pour déterminer les questions d'examen. Exactement, ce serait très utile. Surtout tant qu'on est obligé de les garder très froids, c'est un peu compliqué à utiliser ça tous les jours, là. Il faut des salles spécifiques, etc. Ouais, exactement. Mais c'est pour ça qu'ils sont... Ouais, bah oui, c'est ça qu'ils disaient. Puis c'est pour ça, je pense que l'équipe était vraiment super fière de leur découverte, parce qu'ils ont quand même réussi à augmenter de 1.5 degrés Kelvin, c'est quand même pas rien. Donc justement, ça permettrait, pourquoi pas d'avoir ça chez nous, je ne sais pas. Dans le frigo. Peut-être un jour. Ah, super intéressant. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non, c'était pas mal tout. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, la thèse du docteur maintenant Julien Camiran est disponible sur sur le site de l'université de Sherbrooke. Peut-être que ce sera le sujet d'une présentation dans un 7 à 9, 5 à 7 Bistro Brain futur. Ok. Bon, ben écoute, merci beaucoup pour cette chronique en tout cas. Eh ben merci à toi Charlie. C'est déjà l'heure de notre deuxième chronique. Je te laisse la parole Alexis. À toi. Oui, et merci Charlie. Ben, aujourd'hui, je suis super content d'avoir devant moi là, Catherine Dumont-Lévesque, étudiante à la maîtrise en histoire à l'Université de Sherbrooke, qui aujourd'hui vient nous parler de son mémoire sur un vieux magazine québécois adressé aux filles des années 80 à 89, filles d'aujourd'hui. Donc, Catherine, bienvenue parmi nous. Merci. Donc, tu as fait un mémoire sur la représentation des sexes, le discours sur les femmes au courant des années 80 à 89, et tu as fait ça à partir d'un magazine, comme j'ai nommé, Filles d'aujourd'hui. On sait là, également là, que tu es une féministe engagée et une autrice à tes temps perdus. Tout d'abord, pour nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce qu'un genre? Ben, d'abord, je vais prendre la définition qui a été établie par une chercheure vraiment pionnière sur l'étude des genres, qui est Judith Butler.
Et elle nous dit que le genre est une construction sociale qui s'apprend grâce à l'imitation de certains comportements montrés comme féminins ou masculins et à leur répétition. Puis en fait, performer un genre, ça s'apprend dès l'enfance avec des jeux et des modèles, et c'est ce qu'on appelle la socialisation. Donc, merci pour la belle définition. Je pense que c'est vraiment, en effet, une autrice pionnière. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un genre par rapport à un sexe? Je pense qu'il y a des gens beaucoup qui mélangent ça. Pourrais-tu nous aider un peu? Ben, je suis pas exactement experte de cette question-là. C'est sûr que le genre, ça prend une place centrale dans mon mémoire, mais le sexe, je pense que c'est plus, on peut dire que c'est plus relatif à la biologie, et le genre, c'est peut-être plus une question d'identité. Mais ça serait à vérifier avec de vrais experts sur la question. Toujours en humilité. Donc, merci pour la première réponse. J'ai parlé un peu de ton background, des engagements que tu mènes. D'où vient cet intérêt-là pour l'histoire des femmes? Ben, un jour, pendant que je faisais mon baccalauréat en histoire, toujours à l'université de Sherbrooke, je me suis rendu compte qu'on parlait tellement peu de femmes dans les cours. Puis un jour, j'ai eu un cours sur l'historiographie qui, en gros, ça correspond à l'histoire de l'histoire. Donc on étudie un peu comment l'histoire s'est faite par le passé. Puis j'ai commencé à remarquer l'absence des femmes dans l'histoire. Puis c'était vraiment important pour moi de combler ce vide-là. Puis aussi, ce qui a vraiment mené au développement de mon mémoire de maîtrise, c'est que dans les cercles de femmes hétérosexuelles autour desquels je gravitais, c'était vraiment la question de la contraception, la charge mentale de la contraception, c'était vraiment quelque chose qui revenait souvent. Puis ça a vraiment guidé en fait mes intérêts de recherche. Mais on va en reparler plus tard, je pense. Super. Mais c'est vrai, dans le fond, quand tu y penses un peu, je pense que quand les gens pensent à l'histoire, c'est peut-être un peu l'histoire des hommes. Si on parle des politiciens, des grands monuments, des militaires. Ouais, exactement. Ok, d'accord. C'est bon, merci. Mais là, on parle d'histoire, mais je pense peut-être qu'il y a une méconception que les gens ont, c'est que on peut s'intéresser à une histoire récente, ça n'a pas besoin de parler. L'histoire de l'intime aussi. Et pas seulement comme des... Parce que les gens qui disent s'intéresser à l'histoire s'intéressent souvent à l'histoire de la politique, et pendant très longtemps, les femmes ont été complètement exclues de la politique. Donc, déjà là, elles sont absentes de cette sphère-là. Donc... Mais c'est tout à ton honneur de leur donner une bonne place sous un document écrit par ta personne. C'est un peu une mode aussi depuis les années 60. Ok, d'accord. Donc, je suis pas toute seule. Donc, tu t'intéresses à l'histoire moderne des femmes, et un magazine, on est loin un peu des parchemins perdus au fond des cavernes, les grottes de Lascaux, les peintures rupestres. Pourquoi t'intéresses à un magazine? Ben, en fait, fun fact, c'est ma directrice de maîtrise qui m'a suggéré d'étudier ce magazine-là parce que ça contenait beaucoup d'informations sur la sexualité, et ça a été publié justement dans les années 1980, au-delà de 1989. Moi, le cadre de ma recherche historique, c'est vraiment 1980 à 1989, mais ça a continué longtemps après. Puis c'est ça, donc ma directrice de maîtrise m'a suggéré d'étudier ce magazine-là. Puis sans rentrer trop dans les détails méthodologiques, un magazine le magazine féminin, en fait, c'est vraiment un puissant outil de socialisation parce que c'est bourré de modèles et aussi de stéréotypes, en fait. Donc, à ce niveau-là, c'était vraiment intéressant de découvrir qu'est-ce qui se disait sur la sexualité pour les années 1980, spécifiquement parce que c'est une période qui a été très peu étudiée. Merci. Tu dis là 80 à 89, les magazines, c'est l'intégralité. Est-ce que ça a eu des moments difficiles, cette recherche-là? Ben oui, parce que en fait, moi, je trouvais mes informations, je trouvais tous les numéros du magazine à la BANQ, puis pendant la pandémie, la BANQ a fermé. Donc pour ça, ça a un peu ralenti ma maîtrise, mais j'ai eu une bonne samaritaine qui est allée chercher tous les numéros pour moi. Puis en fait, c'est ça. Donc la BNQ, on rappelle à nos auditeurs auditrices, c'est la Bibliothèque d'Archives nationales du Québec, qui s'y trouve entre autres à Montréal. Donc en effet,
ça a dû compliquer pas mal de choses quand on fait une recherche terrain de la sorte. À travers toute cette évolution du temps des mœurs québécois, est-ce que tu as eu des surprises? Ben, moi, je pensais pas qu'un magazine des années 1980 serait aussi conservateur. Je pensais vraiment plus trouver de l'hypersexualisation des adolescentes que des espèces d'incitations à la pureté ou des trucs similaires à ça. J'ai vraiment été étonnée par le conservatisme du discours que j'ai étudié, en fait. Mhm. Est-ce qu'il y a un mythe, justement, que tu aimerais déconstruire concernant un domaine d'études de l'histoire? Ben, moi, je pense qu'on peut être féministe et faire de l'histoire, avoir une approche féministe tout en faisant de l'histoire, parce que le fantasme des historiens, c'est d'être complètement objectif en approchant le passé, mais on peut pas être objectif, parce qu'on a toujours des valeurs, et le féminisme, ça permet vraiment de mettre en relief l'histoire des femmes, l'expérience des femmes à travers l'histoire, donc moi, je pense que c'est un grand mythe à déconstruire. Bien dit, bien dit. La question qu'on pose à tous nos invités à l'émission, quelle place pour toi devrait avoir la vulgarisation scientifique dans la société? Ben d'abord, moi je pense que c'est pas tout le monde qui a accès à des études supérieures, puis c'est pas tout le monde qui a accès à l'éducation. Donc la vulgarisation scientifique, ça permet de diffuser autrement l'information et le savoir. Mhm. Donc je pense que ça devrait avoir une place centrale dans nos sociétés. Bien dit, bien dit. Écoute, tu nous as répondu vraiment efficacement. Je sais pas, Julie, Charlie, auriez-vous une question pour notre invité de grand honneur? Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant, ce sujet d'étude, d'autant plus que je connaissais pas ce magazine Filles d'aujourd'hui. Et ça me fait un peu rire, en fait, parce que il y a un magazine qui s'appelle Femmes d'aujourd'hui, je pense, en Europe. Je sais pas si il existe ici aussi. Et ce serait intéressant de voir ce qu'il y a écrit dedans. Mais en tout cas, dans Filles d'aujourd'hui, tu disais, Catherine, que c'était beaucoup d'incitation à la pureté, etc. Et ça prend quelle forme, en fait? Ben, en fait, à chaque fois que les personnes qui écrivent pour la revue parlent de sexualité, c'est un peu une mise en garde pour les jeunes filles. On leur dit un peu tout le malheur qui peut leur arriver si elles ont des relations sexuelles sans l'avoir planifié, puis sans avoir planifié une méthode de contraception. Ok. Et par curiosité, est-ce qu'il y a un lien quelconque dans ce magazine-là avec la religion qui est fait ou pas du tout? Ben, je me souviens que dans ma recherche, il y avait comme une espèce de comparaison vraiment bizarre avec la foi catholique, puis comment avoir de la rigueur pour planifier les relations sexuelles, mais je pense que c'est généralement admis, plus on avance dans la revue, que la religion, c'est vraiment la religion catholique, c'est vraiment une chose qui appartient au passé, en fait, et que ça dicte plus nécessairement les mœurs sexuelles au Ok, Québec. super, merci beaucoup. Bien, sinon, pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus sur le projet de recherche de Catherine, ça va être une de nos présentatrices à la fin de ce mois-ci, le 24 février, à 19h. Donc, on vous invite à nous rejoindre là, en ligne. Puis, on a aussi la bonne Samaritaine qui l'a aidé à compléter sa recherche documentaire qui va être là, Joël. Donc, on vous invite pour ceux qui voudraient approfondir. Et puis également, tant qu'on y est dans les invitations, on a aussi la vidéo de notre premier 5 à 7 qui est disponible, je pense, sur notre page Facebook si ça vous intéresse, qui avait comme thème Démonte ton mythe. Et si vous avez de nouveaux thèmes aussi à nous soumettre, que ce soit pour les 5 à 7 ou le podcast, eh bien, contactez-nous. J'aurais pas mieux dit. Ah, ils m'ont volé ma job de fin, alors ça va être plus court que prévu. Mais merci Catherine, merci Alexis pour cette entrevue vraiment intéressante. J'avais pas de questions, en fait, Julie Désolée. a plus ou moins volé ma question, donc c'est parfait d'y avoir répondu comme ça, il n'y a pas de trouble. Bon, ben déjà la fin, hein, ça passe vite ce temps-là, donc on voulait vous remercier tout le monde, nos auditeurs, nos auditrices d'avoir été présents, de nous avoir écoutés, d'avoir passé ce petit moment avec nous. On vous invite évidemment à nous retrouver sur les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Recherchez simplement Bistro Brain, vous nous trouverez très facilement pour vous tenir au courant. Alexis vous a parlé un petit peu du prochain événement qui s'en vient ce mois-ci. Puis nous, on vous dit à la prochaine. Salut!